Bonjour, on est le 5 mai, enfin je m'excuse, on est le 9 mai 2020, samedi 9 mai 2020, avec une journée qui est indécise. Elle est indécise parce qu'on peut apercevoir, je veux dire, des nuages, je veux dire, qui commencent à se former, mais malgré tout, il y a quand même une certaine luminosité. Donc on peut dire que la journée va peut-être bien se passer, j'en sais pas plus. Vous voyez ici que bon, le sujet concerne, on peut apercevoir un tableau à trois lignes et trois colonnes, dont les titres s'intitulent, les intitulés de chaque colonne s'intitulent état, forme, atome, ion pour la seconde colonne et nombre d'atomes. Bon, je vous rappelle qu'ici, un tableau est une des meilleures organisations possibles pour établir des liaisons, des liens entre bien sûr un intitulé et sa correspondance. Maintenant, y a-t-il entre la colonne 1 et la colonne 2, bien sûr, il y a aussi une correspondance. Entre la colonne 2 et la colonne 3, il y a une correspondance. Donc il existe des relations, d'où les bases de données utilisent ce genre de structure. Ce genre de structure organisationnelle par tableau avec les relations qui existent euh, entre un intitulé, hein, des intitulés. Il existe des relations entre elles et ces intitulés auront chacun, je veux dire, une famille. Une famille. Alors, par exemple, si je prends dans le cadre de la cellule vivante, si je veux voir la cellule vivante, bon, qu'est-ce que la cellule vivante? Ben, c'est la cellule des animaux, principalement, et l'être humain étant un animal, hein, un animal intelligent, mais c'est un animal, il fait partie des animaux et des végétaux. Voilà, la cellule vivante, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine organisation, je veux dire, qu'on retrouve dans une cellule vivante. Donc, c'est-à-dire, en gros, il y a un degré d'organisation qui fait en sorte que euh, la cellule est considérée comme une cellule vivante, de par son organisation, son degré d'organisation. Je veux dire par là, par exemple, si je prends un virus, est-ce qu'il est considéré comme une cellule vivante? Ben non. Est-ce que il est considéré comme un être vivant? Non, parce qu'en fait, il n'a pas, bien qu'il, bien qu'il, voilà, bien qu'il vit, mais il vit en présence d'un autre. Il a besoin d'un autre. Il a besoin d'un autre. Un virus a besoin d'un autre. Un autre, quand je dis un autre, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une cellule pour, euh, pour s'introduire dans la cellule et aller jusqu'au noyau de la cellule vivante et introduire son bagage génétique pour qu'il y ait prolifération de virus. Je veux dire par là que quand quelqu'un est contaminé, qui porte les virus? Ben, ce sont les êtres humains qui portent les virus. Enfin, les animaux et les êtres vivants portent les virus. Voilà, sont le milieu de vie des virus. Les animaux et les végétaux, je veux dire même les insectes, certains insectes peuvent être des milieux voilà, de vie du virus. Alors ça veut dire que le virus est toujours en vie tant qu'il a un hôte. Maintenant, quand il est en dehors de son hôte, mais ça dépend de certaines conditions, il va rester, il peut avoir un temps de latence où le virus va euh, être latent en attendant un hôte. Mais il ne va pas attendre éternellement. Maintenant, il y a des virus qui peuvent vivre jusqu'à 6 voire 7 8 mois, voire 9 mois, je veux dire en latence, en attendant un autre. Voilà. On peut voir qu'il y a certains virus, hein, le temps de latence d'un virus à l'autre n'est pas le même. Bon, certains, après deux trois jours, ils sont déjà faibles, donc ils ne peuvent plus, je veux dire, ils peuvent plus avoir la force de se combiner avec un être, avec un autre d'un être vivant. Voilà. Donc, ça veut dire que, par exemple, le virus, il ne sait pas vivre, on va dire, en gros seul. Il a un temps de latence où il peut vivre seul, par exemple, sur une surface bien précise, hein, d'un objet, d'un sol, peu importe. Il peut vivre un certain temps.
Mais en fait là, il ne vit pas, il attend. Il attend, je veux dire, un autre. Voilà, il attend la présence d'une autre cellule vivante pour pouvoir s'y introduire et proliférer. Parce que la prolifération, ce sont les êtres humains qui font la prolifération. Enfin, quand il s'agit euh, d'un virus qui nécessite, je veux dire, un autre humain, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui fabrique le virus? Mais c'est la personne infectée. Voilà. Il suffit de peu de virus qui rentrent dans l'être humain pour que, voilà, il y ait une usine de fabrique de virus. Voilà, une usine de fabrique de virus. Donc, qui, qui est, qui est contaminé, la personne qui est contaminée, mais c'est un être humain. Le virus, il est où? Oui, il peut être en latence sur un sol ou sur du papier ou sur du carton, peu importe. Mais là, il est en latence, mais bon, il y a des virus qui ne vivent pas très longtemps sur voilà, et ils restent faibles. Et donc ça veut dire qu'après un certain temps, bon, le virus ne peut plus, ne sait plus. Soit il ne peut plus, ou soit il ne sait plus. Euh, euh, je veux dire proliférer via un autre, puisqu'en fait il y a eu un temps de latence qui fait que le virus n'a plus la possibilité, je veux dire, de rencontrer un autre, même s'il le rencontrait, ben, il n'aurait plus la force de réaliser sa fabrique de prolifération, parce qu'un virus prolifère, un virus prolifère. Un virus, il rentre voilà, dans une cellule, il va dans le noyau pour jeter enfin, injecter son matériel génétique, et à partir de là, la cellule peut fabriquer d'énormes virus par réplication. Par réplication, elle peut fabriquer beaucoup de virus. C'est ce qu'on appelle une infection. La personne est infectée, mais le virus, il vit à quel moment? Quand il a rencontré la cellule hôte, pour qu'il puisse proliférer. Et donc, qui est-ce qui est porteur des virus? Ben, c'est les gens contaminés qui sont porteurs du virus. Voilà. Donc, pour arrêter, si vous voulez, un virus, ben, il faut connaître ça. Je veux dire, quand une personne est infectée, combien de jours elle peut être, je veux dire, porteuse du virus, et à partir de ça, on calcule un certain temps, et on essaie de mettre à distance le plus éloigné possible les personnes qui sont infectées, de telle manière à ce que cette personne infectée ne va pas infecter une autre personne qui, elle, va produire des virus, et ainsi de suite. Chaque personne qui est infectée va produire des nouveaux virus et devient un réservoir à virus qui va transmettre le virus à d'autres personnes. Donc, on va dire qu'ici, le virus n'est pas un être vivant, pour ainsi dire, parce qu'il n'a pas un degré d'organisation tel que la cellule, on va dire, vivante. Parce que la cellule a besoin, si vous voulez, elle ne sait pas vivre d'elle-même, quoi qu'elle a un temps de latence, comme je vous ai dit, et certains des virus ont des temps de latence très longs. Hein. Il y a des virus qui peuvent attendre 6 mois. 6 mois, je veux dire, un autre. Bon, ils attendent là un autre, voilà. Mais certains, au bout de 24 heures, sur une surface, ben, ils n'ont plus la force de, je veux dire, de rencontrer un autre et de réaliser leur, euh, leur mécanisme de prolifération. Alors, donc ça veut dire que le virus, à certains moments, bon, quand il est en latence, ben, il sera en vie, et d'autres moments, enfin quand il sera en latence, justement, il n'est pas en vie, puisqu'il est en latence, il attend, voilà, et quand il rencontre un autre, ben, il serait en vie. Donc il serait en vie à certains moments et pas d'autres. Donc là, on ne peut pas considérer un virus comme une cellule vivante, parce qu'il vit à certains moments, il ne vit pas d'autres. Et en plus de ça, il a besoin d'un autre. Il ne vit pas tout seul, il a besoin d'un autre. Quand je dis autre, c'est un autre comme ceci. Un autre, il a besoin de quelqu'un qui va l'accepter, enfin, de quelque chose qui va l'accepter. Vous comprendrez que c'est la cellule vivante qui va accepter le virus pour échanger son bagage génétique et proliférer. La cellule va proliférer. La propre cellule infectée va proliférer en virus. Donc qui fabrique le virus? C'est la cellule. Une fois qu'il y a le bagage génétique de la cellule qui rentre dans la cellule, ben, la cellule propre de l'être vivant va fabriquer, si vous voulez, et il devient fabricant de virus. Qui fabrique les virus? Mais c'est le corps qui fabrique les virus. C'est le corps d'un être humain, enfin, s'il s'agit d'un virus humain, bien sûr,
parce qu'il y a des virus humains, des virus spécifiquement humains, des virus spécifiquement pour les animaux, et des virus qui, je veux dire, qui vivent aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. Maintenant, enfin, chez les animaux, aussi bien chez les animaux que les êtres humains, c'est ça que je veux dire, je m'excuse. Bon, maintenant, les virus se situent où? Bon, on peut les retrouver un peu n'importe où. Alors pourquoi se dit-on qu'il y a des animaux qui attrapent des virus? Mais c'est normal, parce que les virus sont dans la nature en général. Ils sont dans la nature, mais ils se retrouvent par exemple sur des végétaux, ou sur des sols, voilà. Et il y a certains animaux qui, avec leur museau, viennent creuser, et en creusant, ben, fatalement en creusant, ils se chopent tous les virus. Donc ils sont porteurs de virus. Mais bon, ils ne tombent pas forcément malades parce qu'ils ont ces virus, ils vivent peut-être avec, ils sont immunisés, comme on dit. Ils vivent avec. C'est comme s'ils avaient reçu un vaccin, ils peuvent avoir les virus qu'ils veulent. Ils ne tombent pas malades avec ces virus-là. Ils sont immunisés, mais ils sont porteurs du virus. Voilà. Donc voilà comment un animal peut attraper les virus. Eh ben, je veux dire, en allant fourrer son museau, son nez à certains endroits où il y a une prolifération de virus en latence. Je parle par exemple des végétaux, de certaines terres, etc. etc., etc. Voilà. Donc en fait, est-ce que le virus est un être vivant? Ben, il n'est pas considéré comme un être vivant par l'être humain. L'être humain ne considère pas le virus comme un être humain parce qu'il considère que bon, il ne sait pas vivre tout seul. Voilà, il a besoin d'un autre. C'est-à-dire que quand il est en latence, il ne vit pas. Et puis quand il est dans la cellule, ben, il vit. Il a un mécanisme, voilà, bien spécifique de vie. Voilà, et en plus, donc ils ont des structures, je veux dire, qui n'ont pas le degré d'organisation, si vous voulez, qui atteint, qu'atteint celle de la cellule vivante. La cellule vivante a un degré d'organisation bon, quand on étudie la cellule vivante, on sait bien ce qu'il y a. Bon, on sait bien qu'on a une structure bien spécifique avec des mitochondries, un noyau, voilà, un cytoplasme, tralala, tralala. Bon, il y a toute une structure d'organisation de la cellule vivante, mais le virus n'a pas cette organisation-là. Elle n'est pas complexe comme l'est la cellule du vivant. Par exemple, le noyau n'a justement pas enfin, le virus n'a pas de noyau, contrairement à la cellule vivante qui a un noyau. Donc, le virus aura besoin d'un noyau, et il ira le chercher dans le noyau de la cellule vivante. Donc, le virus n'a pas de noyau, mais il ira chercher un noyau. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un noyau. Parce qu'en rentrant dans la cellule, la première chose qu'il fait, c'est d'aller je veux dire, injecter ce matériel génétique dans le noyau. Donc, ce qui veut dire que les cellules n'ayant pas de noyau, enfin, le virus n'ayant pas de noyau, ben, il va aller utiliser le noyau d'un être vivant. Donc, c'est pour ça qu'il va percer la cellule pour aller rechercher le noyau. Voilà, donc vous voyez déjà que le virus n'a pas d'organisation, je veux dire que, on va dire, complexe, parce que déjà le virus n'a déjà même pas de noyau, alors que la cellule vivante a un noyau, et que le virus a besoin de ce noyau de la cellule vivante pour transmettre son matériel génétique et pouvoir proliférer, bien sûr. Hein. On a quelques virus au départ. Quelqu'un qui est contaminé par un virus, ben, au départ il a quelques virus, et puis après les virus, l'enchaînement de la fabrication des virus, de la synthèse des virus, se fait à grande échelle. Il y a une proportion qui se fait de forme exponentielle. C'est une forme exponentielle. Donc en fait, le virus n'a pas de noyau, il n'a pas de cytoplasme, et si vous voulez, il n'a pas de membrane cellulaire. Donc vous voyez que la structure d'organisation du virus est simple, donc il n'est pas considéré comme, comme cellule vivante. Donc c'est pour ça que dans les cellules vivantes, je regrouperai les animaux, les végétaux, et j'enlèverai par exemple tout ce qui est le reste, protistes. Voilà, j'enlèverai par exemple les protistes. Voilà. Ben, chez les protistes, je dirais plutôt que on a des êtres vivants
qui ne possèdent pas de vrai tissu, si vous voulez. Voilà. Donc en fait, les protistes, ce sont ni les plantes, ni les végétaux, ni les animaux. Alors, les protistes sont mono ou pluricellulaires, et dans les protistes, bien sûr, je vais ranger tous ceux qui ne sont pas animaux et végétaux. C'est-à-dire que je vais mettre les virus, les bactéries et les cellules qui s'y apparentent, telles que par exemple protozoaires, champignons, les algues, voilà. Alors, donc je scinderai en deux parties, ben, voilà, je mettrai d'un côté les animaux végétaux et de l'autre côté les protistes. Voilà. Et quand je dis cellules vivantes, ben, c'est les cellules vivantes des animaux et des végétaux et non pas des protistes. Voilà. Donc les protistes. Donc je ferai une distinction. La cellule vivante des animaux et végétaux qui s'y apparentent. Hein, on ne retrouve pas en proportion les mêmes composés chez l'animal que chez le végétal, mais on va retrouver on va dire des atomes qui reviennent assez souvent. D'ailleurs, c'est ce que je vais voir comme vidéo ici. Les atomes, les ions et voilà, qu'est-ce qui interviennent comme atomes ou ions. D'ailleurs, ici, j'ai fait un intitulé atome-ion. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver des ions, des atomes ou des atomes, des ions, des atomes. Alors là, je scinde. Là, ce sont des atomes. Là, ce sont des atomes. Et là, ce sont des ions. Mais là, j'ai décomposé en deux familles. Pourquoi? Parce qu'il existe les atomes à l'état combiné et les atomes à l'état de trace. Voilà. Donc fatalement, l'organisation, l'organisation du tableau est bien, elle est bien scindée. Elle est bien scindée, c'est bien fait. Parce que on a dans ion et atome, on a les atomes ici, les atomes là. Mais la famille des atomes ici n'est pas la même que la famille des atomes ici, parce que ici, c'est là une information comme quoi les atomes ici sont à l'état combiné, alors que là, ils sont à l'état de trace. Mais ça, je vais voir après. Donc, vous voyez que la cellule vivante, bon, des animaux et des végétaux, mais auront plus ou moins, ils n'ont pas les mêmes, on va dire, les éléments qu'on va retrouver ici ne sont pas indispensables pour tous les animaux et les végétaux. Hein. Bon, il y en a qui sont plus prépondérants que les autres. Pour un type, soit pour les animaux ou pour les végétaux, il y en a qui seront un peu plus prépondérants. Bon, on ne retrouve pas, je veux dire, dans des proportions identiques. Voilà. Ces atomes ou ces ions chez les animaux que chez les végétaux. Voilà, on a des proportions variables. Hein. Proportions variables. Voilà. Mais ça, je vais voir tout de suite. Mais avant ça, je vais parler de la distinction animaux-végétaux et bien sûr protistes. Voilà. Donc ici, on a les animaux végétaux, ici, on a les protistes. Alors, les protistes, ouais, ils sont considérés comme êtres vivants. Ouais, là, on a la cellule vivante que je suis en train de voir, cellule vivante. Donc, cellule vivante parce que ça provient d'un être vivant. Et les protistes ici, ben, on peut considérer que c'est des êtres vivants, quoique le virus, je vous l'ai dit, le virus ne vit, il fait partie du non-vivant. Voilà, c'est ça que je veux dire. On considère à un moment donné vivant, et puis à un autre moment donné non-vivant. Quand il est latent, il est non-vivant, et puis à un certain moment donné, il est vivant quand il rencontre un autre. Un autre d'une cellule vivante. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, à ce moment-là, il est vivant. Il est vivant quand il est dans l'autre, mais il est en latence, non vivant quand il est en dehors de l'autre. Et s'il reste trop en latence, à ce moment-là, il n'a plus de force le jour où il rencontre un autre, il n'a plus de force pour proliférer. Voilà, et tout dépend du type de virus. Le temps de latence, on ne sait pas. Il y a des virus qui restent très longtemps, des mois, alors qu'il y a des virus, au bout de 24 heures, ils n'existent plus. Alors, les protistes, dans les protistes, comme je vous ai dit, on peut retrouver les virus, les bactéries,
les algues, champignons et les protozoaires. Voilà, donc voilà, virus, bactéries, algues et champignons, ça ce sont les êtres vivants protistes, les protistes. Voilà. Donc ici, les protistes ne possèdent pas de vrais tissus, hein, voilà. Donc ce ne sont ni des plantes, ni des végétaux, ni des animaux, fatalement. Et ce sont des organismes qui sont, on va dire, mono ou pluricellulaires. Et si je vous prends le cas du virus, par exemple, lui, il peut être même acellulaire, voilà, ou sous-cellulaire. Voilà, il peut sous-cellulaire parce qu'il n'a pas l'organisation d'un degré de celle qui est la complexité de la cellule vivante. Donc le virus sera sous-cellulaire ou même voire acellulaire. Voilà, ceci étant dit, vous voyez qu'ici, quand je parle de cellules vivantes, ben, tout ça c'est pour vous dire que je parle de la cellule vivante, de la cellule vivante des animaux ou des végétaux. C'est ça que je veux dire. C'est juste ça. Alors ici, je vous ai dit maintenant, en voyant ceci, ben, la cellule vivante possède une consistance. Alors, on a une consistance qui sont des éléments sous forme d'atomes ou d'ions. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ici, il y a les atomes ici, mais c'est deux embranchements différents, parce que là, les atomes vivants, c'est la famille des atomes vivants qui sont dits à l'état combiné, parce que j'ai un intitulé qui est état ou forme, mais ici, c'est ceux qui sont à l'état combiné. Par contre, les atomes là, ils sont à l'état de trace. Par contre, ici, j'aurai ceux qui ne sont pas combinés, ceux qui ne sont pas à l'état de trace, mais on aura ceux qui sont des ions. Donc on aura les ions vivants. Donc leur état sera un état non pas combiné, non pas de trace, mais un état ionique. Voilà, un état ionique. Donc ce qui veut dire que le tableau là est une bonne organisation pour montrer quels sont les types de quoi est composée, je veux dire, la cellule vivante. Voilà, qu'est-ce qu'on y retrouve, aussi bien cellule animale que végétale. Bien sûr, il n'y a pas des éléments qui sont plus prépondérants. Il y a des éléments qui sont plus prépondérants chez les animaux que chez les végétaux, et inversement. Donc ici, le but c'est pas de voir. Non, en gros, on a ça. En gros, c'est de savoir combien de nombre d'atomes que l'on a, je veux dire, à l'état combiné, des atomes à l'état combiné, combien d'atomes que l'on a à l'état de trace, et combien d'atomes que l'on a enfin, combien d'ions à l'état ionique, hein, bien sûr, parce que si c'est un ion, l'état ionique, combien on en a dans la cellule vivante. Alors, on va regarder après ça. Donc, les atomes à l'état combiné, ben, c'est ceux de la chimie organique. C'est ceux de la chimie organique. C'est ceux que l'on retrouve en chimie organique. En chimie organique, on trouve le carbone, le chaume sp. Chaume sp, c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, carbone, hydrogène, oxygène, azote, le soufre et le phosphore. Voilà, chaume, c'est chaume, C-H-O-N-S-P. Et là, on trouve nombre d'atomes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. Alors, à l'état ionique, on en trouve 5. Je vais vous les citer. Bon, on a bien sûr, on a le sodium. On a tout des minéraux qui sont comment on appelle ça, des métaux. Donc on peut retrouver le sodium. Oui, donc ici j'ai dit qu'on en a 5, on doit en trouver 5. Le sodium, le potassium, calcium, Ca2+. Bon, normalement, il doit y avoir 4 métaux et un non-métaux. Le non-métaux, je vous le dis tout de suite, c'est le chlore.
c'est le chlore. Par contre, ici, mon manque là, c'est quand on boit de l'eau, on le retrouve. Hein. On retrouve du sodium, du potassium, du calcium et du magnésium. Mg2+. Ou Mg++ ou Cr++. Voilà. Donc, on trouve à l'état ionique 4 métaux, 4 minéraux, 4 minéraux et qui sont des ions métalliques, alors qu'on retrouve un minéral non métallique. Un minéral non métallique qui est le chlore, c'est le moins. Voilà. On en trouve 5 dans la cellule vivante, que ce soit la cellule animale ou végétale. Maintenant, voyons voir pour le nombre d'atomes pour l'état de trace. En état de trace, état de trace, bon, ça veut dire que on n'en trouve pas beaucoup, hein, mais malgré tout, on les retrouve quand même. Alors, on retrouve du molybdène, du fer, du cobalt, du cuivre, du zinc, de l'iode, du bore, de l'aluminium, du vanadium, du molybdène, du manganèse, du cobalt, du cuivre, du zinc, de l'iode, du bore, de l'aluminium, du vanadium, du molybdène, du silicium, de l'étain, du nickel, du chrome, du fluor et du sélénium. Et là, on en retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dans mon comptabilité, ben si j'en ai 16. 16 atomes à l'état de trace. Voilà. Alors, 16 plus 6, 22 plus 5, ça fait 27. Le total fait 27. Donc, en gros, les cellules animales et cellules végétales ont une constitution où on peut retrouver en gros voilà, ces éléments-là. Aussi bien des atomes que des ions. Ces atomes à l'état combiné, mais il y en a 6. Les atomes à l'état de trace, mais il y en a 16. Et les ions, ben, on en retrouve 5, dont 5 métal et un non-métal. Ce qui fait au total 27, on retrouve 27 éléments, en gros, les animaux et végétaux, 27 éléments dans la cellule vivante. Alors maintenant, je vais m'extraire de tout ça, des animaux et des végétaux, je vais prendre l'être humain. On va prendre l'être humain. On va s'extraire de tout ça, et je vais prendre pour l'être humain. Alors, l'être humain a besoin justement... L'être humain a besoin, si vous voulez, de... Comment on appelle ça bon, la cellule vivante, elle vit. Bon, une cellule, ça vit. Hein. C'est-à-dire que pour vivre, bon, elle a besoin d'échanger avec le monde extérieur. Changer quoi? Ben, changer de l'oxygène, changer de l'énergie, échanger de la matière, voilà. Elle échange. Voilà. Alors, je vous rappelle que les cellules forment les tissus. Les tissus englobent les organes. Les organes forment les systèmes. Voilà. Donc, la cellule, c'est une unité de base. Hein. C'est une unité très petite. Bien sûr, ici, je vais j'aurais dû le faire. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est une pyramide inversée. Hein. On a la cellule. Au-dessus de la cellule, ben, on retrouve une organisation un peu plus grande qui est l'ensemble des cellules forment des tissus. Les tissus vont former les organes, vont remplir les organes. Les organes vont créer des systèmes. Et les systèmes vont créer, si vous voulez, le corps tout entier, le corps humain. Donc vous voyez que c'est une structure, je veux dire, qui part à partir de la base, et voilà, la plus petite unité de base, c'est la cellule. Bien que la cellule contient des choses aussi, hein, contient un noyau, voilà, du cytoplasme, voilà, des mitochondries, tralali, tralala. Bon, je veux dire, voilà.
Il y a le corps de Golgi, et tralali, tralala, bon, enfin bref. Ça, je ne suis pas en train de voir la constitution de la cellule, mais de la cellule vivante, bien sûr. Quand je dis cellule, ici, c'est la cellule de l'être humain. C'est l'unité de base pour construire tout le restant. Bon, les systèmes, vous comprendrez que les systèmes, c'est quoi? C'est le système respiratoire pour pouvoir respirer. Système respiratoire, qui est l'échange de gaz. Hein. Un échange de gaz. Bon, c'est là où l'être humain a besoin de gaz pour vivre. Voilà. Il vit dans un environnement où il y a un gaz qui lui permet de vivre. Voilà. Par exemple, si vous allez dans d'autres planètes, ben, il n'y a pas de gaz pour pouvoir vivre, donc en fait, il ne pourra pas vivre dans certains, il ne pourra pas échanger dans certaines planètes, puisqu'il n'y a pas de gaz relatif à sa survie. Et le gaz qui est relatif à sa survie, ben, c'est l'oxygène. Il va inspirer de l'oxygène pour expirer du CO2. Voilà. Donc il a besoin d'oxygène. Et l'oxygène, sur Terre, on en trouve, parce que dans l'air, il y a de l'oxygène. Voilà. Donc c'est le système respiratoire constitué des poumons. Voilà, on a comment est-ce qu'on appelle ça, la bouche, le nez, qui vont pouvoir inspirer, je veux dire, de l'air et être amené aux poumons via les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, et puis voilà, passer à travers le sang et transporter au niveau de, de toutes les cellules qui constituent les tissus. Voilà. Donc en fait, tous les tissus doivent être oxygénés, donc la base doit être oxygénée. Bon. Et il en est de même pour, on aura le système digestif. Et là, le système digestif, ben, ça peut être liquide ou comment est-ce qu'on appelle ça, un petit peu gazeux et solide. Voilà, donc il va ingurgiter, je veux dire, la matière, soit liquide, gazeuse ou solide. Là, on aura un système de digestion qui va décomposer en lipides, glucides, voilà, et protéines, voilà, en nutriments. Les aliments vont être décomposés en nutriments et les déchets vont être rejetés, bien sûr, en tant que déchets fécaux. Donc on a le système digestif pour pouvoir apporter la matière et être transformée en énergie. Le but c'est ça, parce que les cellules ont besoin d'énergie et donc le corps humain a besoin d'énergie. Le corps humain a besoin d'énergie pour vivre. Sans énergie, le corps humain ne peut pas vivre. Comme si les cellules ne sont pas alimentées en énergie, ben, le corps ne sera pas alimenté en énergie. Les cellules globales, hein, cellules globales du corps. Voilà, on a le système digestif, le système respiratoire, le système endocrinien, voilà, le système, on a le système visuel, le système auditif, le système, voilà, de la peau, tout le système qui constitue la peau, les systèmes osseux, le système, enfin, il y a beaucoup de systèmes. Qu'est-ce qui forme un corps? C'est beaucoup de systèmes. Comme une voiture, vous ouvrez le capot d'une voiture, vous avez le système de refroidissement, vous avez le système électrique, vous avez le système d'air conditionné, voilà, et on a tout plein de systèmes dans un capot, et on ferme le capot, ben voilà, tout est imbriqué, tout est imbriqué. Voilà, ici c'est le corps, tout est imbriqué. On a le système circulatoire. Système circulatoire. Enfin, il y a beaucoup de systèmes qui font qu'un corps est fonctionnel. Et tout est agglutiné. Et on a un corps vivant. Donc, ce qui veut dire qu'ici, pourquoi je parle de ça? Parce qu'ici, ben, ce qui est en état de trace, bon, il est en état de trace dans les cellules, oui, mais en général, l'alimentation va devoir apporter, voilà, certains composés. Voilà, ce qu'on appelle les oligo-éléments vont pouvoir apporter à la cellule le nécessaire pour pouvoir, je veux dire, subsister. Alors
dans ces oligo-éléments, on peut avoir soit une carence, soit un surdosage. Deux cas de figure peuvent se produire. Bon, soit on a une normalité, la normalité, on a une normalité. Au-delà de la normalité, on a, voilà, au-delà, c'est un surdosage. Et en dessous de la normalité, on a une carence. Voilà, donc, mais la normalité fonctionne sur une gamme, sur une zone. Une zone. On a une zone. Donc, quand on est en dessous, on est carencé, voilà, en oligo-éléments. Si on est au-dessus, on est en surdosage. Voilà. Donc, il faut un apport de oligo-éléments dans une zone ou une gamme bien précise qui va voilà, d'autant autant. Donc, quand on regarde les prises de sang, mais les prises de sang, la normalité, c'est d'une zone minimale à une zone maximale. Enfin, d'une limite minimale à une limite maximale. Et là, si on se retrouve dans la zone, entre la zone minimale, enfin, entre la limite minimale et la limite maximale, ben, on considère que c'est normal, c'est bon. Maintenant, si on est en dessous de la normalité, ben, on est carencé, et si on est au-dessus, on a un surdosage. Donc, voilà. Et ça, c'est d'un point de vue nutritionnel que je parle. Hein. C'est pas d'un point de vue constitutionnel. Au niveau de la constitution, la cellule est constituée de ceci. Constituée de ceci, bien sûr, en état de trace. Mais en état nutritionnel, il faut apporter, je veux dire, certains oligo-éléments qui sont là et les apporter par l'alimentation, par des compléments vitaminés, vitamine A, vitamine B, vitamine B12, etc. etc. Vitamine, on apporte du fer, voilà, on a besoin de zinc, de fer, etc. Attention que si vous ramenez du zinc, vous pouvez diminuer en cuivre. Hein. Vous allez, si vous ramenez du zinc, vous pouvez diminuer en cuivre. Le cuivre peut diminuer. Voilà. Alors il faut faire très attention à ça. Donc là, le zinc il est là et le cuivre il est. Est-ce que j'ai pas mis de cuivre? Le cuivre il est là. Voilà. Si vous augmentez en zinc, ben, le cuivre va diminuer. Au niveau point de vue nutritionnel, bien sûr. Hein. Je ne parle pas au niveau constitutionnel. Ici, c'est un état général, je veux dire, de la cellule vivante, normalement, de quoi elle est considérée, de quoi elle est constituée, je veux dire, en général, de quoi elle est constituée, c'est ça. Mais au niveau nutritionnel, il faut s'alimenter, donc c'est normal qu'on va trouver des traces d'oligo-éléments. Et certains nécessitent, je veux dire, voilà, un complément nutritionnel, mais si on est au-delà de la zone, de la limite maximale, on est en surdosage. Si on est en dessous, on est en carence. Alors, justement, il existe deux types deux types. Si on prend ceci, alors on va prendre je reprends le tableau et allez voir quels sont les deux types. Voilà. Pour ça, s'il existe deux types, je vais scinder donc l'ensemble en deux parties et mettre ceux qui sont à risque de carence et ceux qui ne sont pas à risque de carence. Il y en a qui sont à risque de carence. Donc, qui dit risque de carence, ben, il faut prendre des compléments qu'on retrouve voilà, en pharmacie pour ne pas être carencé. Bien sûr, vous prenez un complément nutritionnel pour ne pas être carencé. Ben, il y en a qui ne sont pas à risque de carence. Alors, si je prends l'iode, vous aurez compris que si vous êtes en carence d'iode, c'est embêtant. Donc il y a des compléments d'iode. Donc on peut avoir une carence, un risque de carence en iode. Le zinc, je vous ai dit tout à l'heure, bon, vous pouvez prendre des compléments alimentaires en zinc, voilà, nutritionnels en zinc, contenant du zinc.
voilà, mais à ce moment-là, celui du cuivre va diminuer. Donc le zinc, c'est un complément, enfin, c'est un risque de carence. Si vous manquez de zinc, vous verrez. Un qu'on retrouve assez souvent, qu'on connaît, bon, c'est quand on manque de fer. Il y a d'ailleurs une maladie, voilà, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, voilà, quand on manque de fer, je crois que c'est une anémie, hein, une anémie, voilà. Le manque de fer va engendrer une anémie en tout cas. Euh, voilà, donc je crois que c'est ça, mais bon, allez voir sur internet, voilà, je n'en suis pas si sûr. Voilà, donc ici, le fer peut provoquer une carence en fer, bah, à ce moment-là, il faut manger des nutriments, enfin des aliments qui contiennent du fer. Je pense par exemple à ce que papa y prenait, c'est-à-dire c'était des épinards riches en fer. Euh, voilà, c'était riche en fer. Bien sûr, le zinc, le fer, le cuivre, on risque une carence en cuivre. Bon, le phosphore, je crois pas qu'il y a de carence ni de surdosage. Hein. Phosphore qu'on trouve dans le poisson, je crois. Dans le poisson, on trouve du phosphore. Je crois pas qu'on risque un surdosage ni une carence de phosphore. Voilà. Alors, le molybdène. Le molybdène, est là. Là, on peut avoir une carence en molybdène. Alors, le chrome, on peut avoir une carence, et le sélénium, on peut avoir une carence. Chrome et sélénium, ben on peut avoir des carences. Voilà. Alors, si je prends celui-ci, le bore, ben on peut avoir une carence. Alors, risque de non-carence, ça c'est le risque de carence, ça c'est le risque de non-carence. Voilà, je vais mettre ici, dans la seconde partie, le risque de non-carence. Ben, on peut avoir le manganèse. On ne risque pas une carence si on manque de manganèse. Bien que la cellule vivante contient des traces de manganèse. Donc, le manganèse, ben, on ne risque pas une carence. En tout cas, on ne sait pas si... Voilà, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. On va dire, ici, comme on n'en sait pas plus, je veux dire, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Il y a des choses qui sont prouvées, il y a des choses qui ne sont pas prouvées. Mais le risque de carence non prouvé. Et certaines sont prouvées, mais d'autres pas. Mais voilà, je vais tout mettre dedans. Donc, l'étain, il y a l'étain, le vanadium, l'étain, le vanadium, le silicium et le nickel. Silicium, nickel. Voilà, bon, et pour les autres, faudrait faire une recherche pour voir, mais voilà. Donc ici, vous avez en risque de carence sûr. Ça, c'est risque de carence sûr, c'est sûr et certain. Et les autres, risque de carence, bon, c'est pas prouvé. Bon, c'est ici, c'est pas comme les mathématiques. Hein, je veux dire, en mathématiques, on sait prouver ou on ne sait pas prouver. Voilà, mais ici, pour prouver tout ça, ben, il faut être en laboratoire. Hein. C'est via des tests, via des études. Voilà, c'est via des études. Les sciences, c'est des études. Les sciences, c'est généralement, on dirait un domaine qu'on appelle expérimental. Donc, il fait partie du domaine expérimental. Bon, dire des choses, c'est bien de dire des choses, avancer des choses, encore faut-il les prouver, être sûr. Donc, c'est par des recherches, des études, des synthèses, on va dire, scientifiques, des travaux scientifiques qui tendent à prouver, mais c'est pas parce qu'on tend à prouver que c'est sûr. Donc, pour être sûr, ben, moi je sais pas prouver ici si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, risque de carence sûr, ben, c'est ce que les laboratoires disent. Voilà, que c'est sûr, mais ici c'est non prouvé, donc je reste à l'état non prouvé.
Voilà. Donc, ce qui veut dire par là que, bon, moi, je ne sais pas le prouver moi-même, parce que pour prouver ça, il faut que je fasse des tests sur un échantillon de personnes. Bien sûr, ça devient des statistiques, hein. Vous prenez une population bien déterminée, différentes régions, différents horizons, et voilà, vous faites en sorte d'analyser ces personnes tous les X temps et de regarder dès le moment où ils sont carencés, si ça provoque parmi la population, je veux dire, un risque, je veux dire, au niveau de la santé. Et là, on peut étudier ça, mais via une population avec un échantillon contenant N personnes. Voilà. Et maintenant, si il s'avère qu'au niveau de la santé, il y a un risque de carence, et donc à ce moment-là, le médecin prescrira ce qu'on appelle des oligo-éléments, des compléments vitaminés, des compléments alimentaires, ou orientera vers une hygiène alimentaire qui contiendront ces oligo-éléments. Voilà. Par exemple, on dira qu'il faut manger, il faudra privilégier de manger, par exemple, si quelqu'un manque de fer, manger des épinards. Manger des épinards. Voilà, il y a certains, bien sûr, oligo-éléments qu'on ne retrouve pas en tant que nutriments ou comment est-ce qu'on appelle ça, micronutriments. Voilà. Là, si on ne retrouve pas dans la, comment on appelle ça, l'alimentation, ces micronutriments, mais il faut aller chercher dans des compléments alimentaires tout fabriqués. Voilà. Voilà, donc ici, la vidéo ici a pour but de montrer tout simplement que ici je me suis un petit peu étalé, c'était pas ça que j'étais un peu plus loin que ce qu'il ne le fallait dans la vidéo, mais en fait la vidéo ici c'est tout simplement quels sont les éléments qu'on trouve dans la cellule vivante. En général, la cellule vivante ici est considérée comme la cellule animale et végétale, ou les plantes et les animaux. Et j'ai enlevé les protistes. J'ai enlevé tout ce qui est protistes parce que les protistes, justement, n'avaient pas une organisation comme la cellule animale et végétale. Donc, la cellule animale et végétale ont, on va dire, une certaine familiarité. Je ne veux pas dire que c'est les mêmes cellules, hein, elles ne sont pas les mêmes, mais ils ont une certaine familiarité. Alors que les protistes n'ont pas la familiarité qu'ont les cellules animales et végétales. Quand on étudiera les cellules animales et végétales, vous verrez qu'il y a une certaine familiarité. On peut retrouver certaines choses dans une cellule qu'on peut retrouver dans l'autre cellule. Voilà. Peut-être avec des choses en plus. Vous allez voir. Vous verrez à ce moment-là. Mais ici, donc les protistes ne sont pas considérés comme des cellules vivantes. Voilà, oui, comme les cellules vivantes telles que le sont la cellule animale et la cellule végétale. Parce que les protistes ne possèdent pas de vrai tissu, si vous voulez. Voilà, donc en fait, on a fait une catégorisation à part les protistes et les animaux végétaux. Voilà. Et je vous ai pris en cas de figure le virus. Le virus, lui, on sait très bien que le virus, lui, c'est des êtres acellulaires ou sous-cellulaires. Donc, alors qu'ici, je parle de cellules. Si je parle de cellules, alors que le virus est acellulaire ou sous-cellulaire, je ne peux pas parler du virus. Je peux pas inclure le virus dans cette, je veux dire, dans cette la composition de la cellule vivante ne sera pas celle de n'aura rien à voir avec voilà, la cellule, parce que, enfin avec le virus, parce que le virus justement il est acellulaire ou sous-cellulaire. Donc ceci c'est pour une cellule vivante ou avec un degré d'organisation de celle qui est connue chez les animaux et les végétaux. C'est ça que je veux dire. Voilà, voilà, je vous remercie.